Banken unterschätzen. Les banques évaluent les risques climatiques comme dangereux et augmentent la pression sur les instituts, les établissements. C'est ce que écrit la NZZ. En septembre, par contre, il y a des développements. Par contre, les entreprises ne s'occupent pas suffisamment des conséquences du changement climatique. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la Finova Sessions. Nos sessions numériques parlent de l'actualité, des tendances pour la communauté des banques Finova. Donc, les sessions vont donner de l'inspiration et du savoir et entamer des discussions au sein de la communauté. Donc, les panélistes d'aujourd'hui réunissent la passion et l'expertise dans le domaine de la durabilité. Donc, ils inspirent avec leurs idées et leurs visions. Donc, tout d'abord, Madame Docteur Obama va parler à vous. Elle va parler de la situation actuelle dans le monde. Dans la deuxième partie, les panélistes vont parler ouvertement et de façon controvertie de leurs opinions. Est-ce que vert représente le nouveau or? Alors, laissez-vous inspirer et laissez nous entamer ce voyage vers l'avenir. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Alors, the future is now, c'est mon sujet. L'avenir, c'est maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? Nous parlons si souvent de l'avenir et nous parlons très souvent de la durabilité. Et dans quelle mesure notre avenir est-il vraiment durable? Comment devons-nous rendre notre avenir durable? C'est mon sujet. Je commence tout de suite par une question. J'ai beaucoup de questions dans mon discours, alors soyez un peu patients. Alors, la première question. Que pourrait signifier la situation mondiale actuelle pour la Suisse? Alors, c'était ma tâche de répondre à cette question. Alors, je ne vais pas parler de la Suisse, mais de l'Europe en général, des États-Unis, de l'Occident, de l'Est en général. Et ce, parce que les problèmes qui existent aujourd'hui dans le monde ne concernent pas seulement un seul pays, donc pas seulement la Suisse, mais de nombreux pays, et en particulier ce qui s'est passé en Europe et aux États-Unis. Et exactement ce qui nous affecte tous, le reste du monde aussi. Et dans ce contexte, il s'agit d'une situation géopolitique dramatique et les changements qui en résultent. Alors, ce qui est d'actualité, c'est la guerre en Ukraine. L'Occident se sent pour la première fois personnellement concerné. Ils ressentent le danger qui vient avec cette guerre et ils ressentent un danger de mort, une situation de danger de mort, une menace de mort. Beaucoup en Europe ont le sentiment que l'ordre mondial a été bouleversé entièrement. Je cite de quelqu'un qui a dit « Nous nous sentons bloqués, nous nous sentons paralysés par les actes horribles qui se déroulent devant nos yeux, sous nos yeux. » Alors, c'est la première fois qu'il y a vraiment eu une situation actuelle pour l'Europe d'aujourd'hui où ils ont vraiment peur parce qu'une guerre se trouve devant la porte. Les problèmes qui sont venus avec cette guerre sont des problèmes économiques, on parle de pauvreté, de famine, il s'agit de problèmes sociaux, on parle d'isolement, ça a commencé avec Corona déjà et ça continue, les gens le ressentent dans leur propre vie. En Grande-Bretagne, les gens font la queue parce qu'il n'y a rien à manger. En Allemagne, il y a aussi les Tafeln. Je ne sais pas quant à la Suisse. Je ne connais pas l'équivalent. J'espère que les gens là-bas ne sont pas concernés, mais je pense aussi qu'il y a une certaine famine en Suisse ou pauvreté. Les gens descendent dans la rue, les peuples d'ouvriers. En Italie, il y a eu des manifestations. En Allemagne, où j'étais aussi, il y a aussi eu des manifestations. En Grande-Bretagne, je sais qu'il y a eu un énorme rassemblement à Manchester pour une manifestation. Ça vient du peuple, de l'homme de la rue. En France, il y a souvent des manifestations, mais dans ce cas-là, il s'agissait vraiment que les gens doivent survivre, ont peur. Alors tout cela ne vient pas d'un jour à l'autre. Ce n'est pas arrivé d'un jour au lendemain. Les crises politiques que nous avons maintenant
Je suis un peu partiale, peut-être Trump en est un exemple, le Brexit, Boris Johnson, toutes ces choses qui se passent là-bas. Les crises politiques, les guerres. Je dis que les guerres ont toujours existé. La guerre en Ukraine n'est pas la première et j'en parlerai un peu plus tout de suite. Des conflits commerciaux, il y en a eu toujours, même si nous avons l'impression que ce n'est que maintenant que ça se passe. Aussi, les guerres pour les matières premières. Je vais y revenir. Le changement climatique, c'est un grand sujet, global warming. Les gens sont dans la rue à cause de cela. Notre planète est en danger. Il y a des inondations, des incendies, la sécheresse, la faim et la misère. Toutes ces catastrophes, tous ces risques que nous vivons, en fait, ceux qui sont le plus susceptibles de vivre cela, ce sont les petits gens, l'homme de la rue, les petites entreprises. On a vu hier dans les infos que les grandes entreprises réalisent des gros bénéfices et gagnent beaucoup. Donc, l'énergie, les entreprises énergétiques ont fait des grands chiffres d'affaires, mais de l'autre côté, l'homme de la rue a peur. Il a peur de ne pas pouvoir chauffer son appartement cet hiver. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a la pauvreté en Europe, c'est une réalité. Alors, pour quelqu'un qui vient du sud d'Afrique, c'est quelque chose de nouveau. J'aimerais aussi poser une autre question. Alors, quel est le rôle de l'Occident dans les événements mondiaux? Tous ces problèmes que nous avons, les crises politiques, les crises économiques, les crises sociales liées à la guerre, sont liées à notre mode de vie, à ce mode de vie industrialisé et développé. Le monde développé, on dit chez nous, donc je parle de l'Afrique, quand l'Occident éternue, tout le monde s'enrhume. L'Occident, c'est l'Europe et les États-Unis. J'aimerais aussi parler de ce que je veux dire avec cela. Quel est l'impact des actions de l'Occident sur nous tous, sur le reste du monde? Quelles questions globales faut-il se poser pour réfléchir à la manière de rendre nos vies, notre avenir, notre société, notre environnement sociablement acceptable, de manière durable et sûre? Je parle du septembre 9/11, quand il y a eu cet attentat contre les Twin Towers de New York. Beaucoup de choses ont changé pour nous. Notre sécurité a été réduite, des nouveaux systèmes de surveillance ont été mis en place à l'étranger comme chez nous, dans le pays. Taliban, Al-Qaïda étaient des termes qui nous étaient familiers. Soudain, nous avons tous ces termes à la bouche. Hostilité des musulmans envers les musulmans, torture des personnes, Guantanamo Bay, légitimation du début des guerres en Irak, en Syrie, en Libye. Nous avons assisté à tout cela. Alors, c'est pourquoi ma question. L'Europe a peur en ce moment que la guerre est devant sa porte, mais les guerres ont toujours existé. Et c'est là que réside le problème. Il y avait déjà à l'époque et 9/11. 9/11, c'était le début de ce déclin des valeurs morales dans le monde. Nous avons commencé avec la surveillance, avec cette légitimation de la torture. Nous avons commencé à violer ces valeurs que nous voulons défendre en disant que le terrorisme ne doit pas exister. Les, les gens doivent être traités différemment. C'était le début pour moi et c'est le début de ce dont nous avons peur maintenant. Cet événement a permis qu'une petite partie s'impose au reste. Alors, tous ces événements nous ont amenés au point où aux États-Unis, the First World, une attaque contre le capital a eu lieu, une attaque menée par son propre pays, par son propre peuple, alors qu'un président en exercice se tenait à côté et ne faisait rien. Alors, toutes ces choses se sont produites au cours de ces 2 décennies, au cours des 20 ou 30 dernières années. Les États-Unis, commençons par Obama. Obama était un espoir. On pensait que les choses allaient changer. On va revenir en arrière à l'époque avant le 11 septembre. Puis Trump est arrivé comme
un effet rétroactif. Donc, on s'était détourné un instant, mais maintenant, prenons la Grande-Bretagne avec Boris Johnson, le Brexit, ce qui se passe maintenant en Angleterre, en Grande-Bretagne, est une conséquence directe de ce qui serait fait avec le Brexit. Et le problème avec la Grande-Bretagne est que c'est une île, donc ils n'ont nulle part où aller, ils ne peuvent pas s'enfuir et ils ne peuvent pas aller à un autre endroit en Europe. Tout cela à cette époque. Cette focalisation que l'on avait à l'origine, avant le 11 septembre, sur l'environnement, sur les situations de détresse sociale, pour que l'on change quelque chose, tout cela est parti parce qu'on a commencé à traiter les gens comme ils étaient une menace. Plus d'action commune. Et puis, Corona est arrivé. Et avec Corona, ça a été l'équilibre. Nous étions tous très mal en Europe et dans le Sud. Une compensation ne discrimine pas. Peu importe le statut familial, la richesse, la race, l'origine, le statut social, académique, tout le monde était sur un pied d'égalité et tout le monde en souffrait. Mais pas vraiment tous, car je sais, chez nous, beaucoup ont profité de cette détresse des gens à cause de cette pandémie. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et bien sûr, maintenant, cette guerre en Ukraine, la crise énergétique, la crise climatique, toutes ces choses se produisent maintenant. Alors, que faire? Alors, comment continuer? Quelles sont les possibilités que nous avons pour construire mieux notre avenir? Il semble que tout est contre nous. Mais en fait, nous devons trouver de nouvelles formes de la coopération mondiale. Tout simplement, immédiatement, nous devons agir ensemble avec détermination. C'est la seule façon d'y arriver. Nous devons serrer les coudes. Mais est-ce que c'est si simple? Je ne pense pas. Je pense que cette guerre en Ukraine, et malheureusement, je le dis en tant qu'une personne du Sud, et que les gens connaissent une discrimination dans la crise. Et bon, pour l'Afrique, c'est encore une autre guerre. Ok, ils ne le ressentent pas avec autant de passion. Mais l'Ukraine, la guerre là-bas est encore une autre guerre et pas la première. Et probablement, malheureusement, cela ne sera pas la dernière guerre. Il y a beaucoup de guerres, de crises, conflits. Donc, j'ai toute une liste ici avec moi. Alors, République du Congo, Mozambique, Rwanda, Sierra Leone, Israël, Palestine, la Syrie, l'Érythrée, la Somalie, l'Angola, Ouganda, Irak, Yougoslavie, la Libye. Ce sont toutes des guerres et certaines progressent. Mais quelle guerre en Europe? Et là, c'est vraiment un appel aux Européens, aux Suisses de réfléchir. Alors, quelles sont les guerres qui sont vraiment considérées comme suffisamment importantes pour que l'on commence à réfléchir, à réagir et à agir? La guerre en Israël contre les Palestiniens et l'Ukraine. Les autres continuent et personne ne passe des nuits blanches à cause de cela. Personne n'est inquiet d'une manière ou d'une autre. Bon, je le dis comme ça, bien sûr, il y a des organisations, mais quelque chose qui change le monde. Alors, ces guerres progressent. En Syrie, il y a 3 générations d'enfants qui ne sont pas allés à l'école. Et rien, personne ne dit quelque chose. En Palestine, les gens sortent de leur façon, sont détruits, personne ne dit quelque chose. La guerre au Congo continue. Guerre qui a commencé dans les années 60. Et toutes ces guerres sont des guerres, non pas parce que les gens ne se comprennent pas, comme on aime à le dire, les autochtones ne se comprennent pas et on se bat. Non, en Afrique, c'est à cause des matières premières et en Europe, et les,
en Asie, dans les pays arabes, ce sont des conflits frontaliers, des génocides. Mais les raisons de ces guerres sont que les gens ne se serrent pas les côtes, que les gens ne se soucient pas les uns des autres, que les gens ne se soucient pas vraiment de leurs semblables. Et c'est ça le problème. Toutes ces tensions sont dues au fait que nous sommes la solution. Nous, les hommes, nous devons commencer à réfléchir. Nous pouvons construire notre avenir de manière durable en continuant à nous battre. C'est aussi possible, mais nous vivons alors avec nos peurs. Oh, j'ai peur en Europe, j'ai peur pour notre environnement, j'ai peur pour la planète. Et tout ce qui se passe pendant que nous observons en ne faisant rien. All on our watch, dit-on. On regarde et on ne fait rien, on ne réagit pas. Et donc, pour rendre notre avenir viable, durable et sûr, il faut le dire, nous devons changer notre façon de voir les choses. Je parle maintenant de mon continent, l'Afrique, parce que nous sommes aussi en plein dedans. Les pays que j'ai énumérés étaient sur le continent. Pour nous, le problème est la situation. Le défi, c'est que ce continent est toujours considéré comme un pays, et le plus souvent en termes de philanthropie. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un continent avec 54 pays indépendants. Et ce sont des pays aussi grands que l'Allemagne. Ce ne sont pas des petits principautés que quand on parle d'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons veiller à ce que l'Afrique soit également prise en considération sur le plan économique. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ce continent possède la plupart des ressources naturelles du monde et toutes ces ressources sont utilisées en Occident. Pétrole, bois, diamants, or, cuivre, platine, etc. Bien de ce continent, uniquement de ce continent. Donc, quand on parle de l'Afrique comme un projet philanthropique, il s'agit pour moi d'une nouvelle appellation que j'ai imaginée moi-même. Ce n'est pas du greenwashing, c'est n'importe quel washing, car on a l'impression que ce continent a des problèmes et qu'il faut le sauver. Mais en fait, toute la valeur, tous les produits qui constituent l'ensemble, toute la richesse se trouve sur ce continent. Et il y a suffisamment d'entreprises qui travaillent là-bas. Entreprises occidentales. Au Kenya, il y a du titane. L'un des métaux les plus précieux du monde est produit au Kenya, mais les Kenyans ne le savent pas. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui s'appelle Titanium ou Titan, un truc comme ça, du Canada, recherchez s'il vous plaît. Cette entreprise possède les mines là-bas, elle extrait ce précieux minerai ou métal de la terre et directement elle est transportée avec l'avion à l'étranger sans que personne le sache. Et ensuite on dit que Kenya est pauvre. Le pays n'est pas pauvre. Les pays en Afrique ne sont pas pauvres. Les gens sont pauvres. C'est le problème parce que les gens ne font pas partie de la chaîne de valeur. Chaîne de valeur, value chain. Oui, République démocratique du Congo, c'est le pays qui a le plus de diamants. Ils ont par exemple du cobalt qui est utilisé dans tous les iPhones, etc., tous les différents appareils techniques que l'on utilise. On va chercher ces matières là-bas et pourtant cette guerre se trouve en guerre depuis 60 ans et les gens sont pauvres. Et on dit, oh, les gens sont pauvres, ils ont besoin du monde, ils doivent encore être développés. Mais c'est pas juste. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces problèmes surviennent. Les guerres, les conflits que nous avons sont nés du fait que nous sommes égoïstes sur le plan économique, nous sommes avares, que nous ne sommes pas honnêtes. Et nous négocions, nous devons prendre au sérieux cette Afrique.
aussi parce que la terre y est plutôt saine, l'air est plutôt pur, l'eau est encore propre. Et quand on va plus loin, il faut aussi penser à cette biodiversité qui se perd. Les animaux, nous faisons partie des animaux, de la flore et de la faune. Il ne faut pas l'oublier pour nos descendants qu'il existe. Il faut veiller à ce que l'écosystème ait un équilibre. Et ensuite, les jeunes, où on dit toujours, ah bah, il y en a trop, sont aussi un trésor pour nous, leur potentiel. Et aussi par rapport à l'Europe, c'est quelque chose de très précieux. Nous devons donc travailler ensemble, nous devons nous serrer les coudes. C'est uniquement ainsi que nous pouvons agir de manière durable. Et nous devons agir honnêtement en termes de durabilité. Et les politiciens doivent aussi agir de façon durable. Le problème est généralement que nous avons peur. Les gens de la rue ont peur. Les hommes politiques ont peur parce qu'ils pensent en termes politiques et doivent gagner les élections. Les entreprises veulent faire du profit. Et c'est le problème. Nous devons veiller à agir autrement, nous devons agir autrement car nous n'avons pas uniquement peur de notre existence, les jeunes ont aussi peur. Et ici, nous devons regarder en nous-mêmes parce qu'une situation qui accélère et augmente cette peur, c'est notre rapport avec le numérique. Tout le monde dit il faut numériser avant tout, mais nous oublions qu'une partie de cette numérisation fait que nous isolons et que nous sommes très violents et nous sommes dépendants des médias. Les médias désinforment parce que nous voulons avoir des followers, des tweets. C'est aussi utilisé par les politiciens. Trump, Brexit, Boris l'ont utilisé. Les gens sont brutalisés dessus et cela provoque la colère, la peur et aussi les mensonges. Et ce qui est intéressant, cette nouvelle avec Elon Musk qu'il a acheté Twitter, cela a provoqué 500% de messages de haine en plus sur Twitter. Les gens haïssent les personnes qu'ils ne connaissent même pas. Alors, comment réagir si nous nous haïssons uniquement parce que nous avons cet outil qui nous permet de nous cacher et qui nous permet de vivre notre frustration et de distribuer la haine, mais c'est impossible. Alors, si nous pensons vraiment ensemble, si nous voulons vraiment sauver notre planète pour améliorer notre situation, nous devons vraiment penser à notre manière de traiter les autres parce que cette autodestruction va nous détruire. Nous sommes dépressifs, nous avons peur, les suicides augmentent, les gens se suicident. Et ça, c'est le monde que nous voulons laisser à nos enfants. C'est impossible. Il faut y réfléchir. Et cette peur, c'est parce qu'on pense qu'on est impuissant, qu'on ne peut rien faire. Nous pouvons tous faire quelque chose. Il n'y a aucune raison pour ne rien faire. On peut changer son propre monde, dire bonjour, manger de façon saine, ou faire attention à la manière dont on consomme, ne pas surconsommer, ne pas produire autant de déchets. Tout cela peut être fait pour surmonter mieux cette crise. Alors, personne n'est impuissant. Et qu'est-ce que peuvent faire les Kenyans? Parce qu'on m'a posé la question. Moi, je dis que cette position géopolitique est une réalité que l'on peut aussi considérer comme une chance. Cette réalité, modifier une chance, parce qu'elle nous oblige à penser différemment. Donc, Corona l'a fait en premier. Tout le monde a dit, je vais changer ma vie, je vais faire plus lentement, je vais ralentir. Et maintenant, c'est la même chose. Beaucoup de travail on a fait une petite pause et nous devons voir l'ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon différente? Qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir notre survie?
Et ce que nous faisons au Kenya dans ma fondation, j'ai la chance et l'honneur de travailler avec des enfants entre 4 et 25 ans et je travaille avec eux, leurs familles. Et ce que nous enseignons aux enfants, c'est que eux, ils ne sont pas le problème. Surtout en tant qu'Africains, ils ne sont pas le problème, ils sont la solution. Ils sont le problème parce qu'ils peuvent tous faire quelque chose, aussi les petits de 4 ans. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment, mais il y a des méthodes pour montrer aux enfants et aux jeunes qu'ils peuvent aussi prendre de la responsabilité. Donc, c'est vraiment très important d'apprendre aux jeunes que chaque individu est responsable de son avenir. L'évolution, la formation, l'entraînement sont nécessaires. Commencer à travailler avec ses mains, donc l'artisanat, il faut le réapprendre pour revenir à la base. Il faut avoir du respect, de l'attention pour la nature, pour tout ce que nous faisons pour notre planète. Nous le faisons pour nous-mêmes. Parce que la planète ne se soucie pas s'il y a du feu, de la glace, de l'eau ou autre chose. La planète s'en fiche, mais pas nous, parce que nous devons respirer, nous devons utiliser la terre pour produire de la nourriture. Et il s'agit de nous, donc nous devons apprendre à réagir ensemble. Équitable, peut-être l'équité n'existe pas dans l'économie, mais il faut agir simplement de manière pour que chacun sache ce qui se passe, que l'on agisse ensemble de manière transparente, parce qu'on ne peut pas continuer comme maintenant. Parce que aussi, sur le plan psychique, c'est aussi impossible de continuer comme dans le passé. Alors, nous travaillons aussi au-delà des générations. Très souvent, on a les jeunes à part, Fridays for Future, et puis les adultes, et puis on pense que les deux sont opposés. Non, il faut tirer à la même corde, les femmes, les hommes, les vieux, les jeunes, ça c'est très important. Donc, notre message principal est le suivant. Les problèmes que nous voyons ne sont pas abstraits, ce sont nos problèmes que nous avons créés. Nous devons prendre la responsabilité pour ces problèmes. En plus, il faut que l'Afrique doit être prise en considération. L'Afrique est un pays et les jeunes doivent recevoir des outils pour gérer mieux cette situation. Et ce dont ils ont besoin, c'est de savoir qu'ils sont aussi responsables de ce qui leur arrive. Je pense que c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce problème. J'espère que mes propos étaient intéressants pour vous et j'aimerais vous inviter à participer à la discussion. On va parler de la durabilité et j'espère que vous participez. Merci. Alors, bienvenue pour cette 6e session. On parle aujourd'hui d'une thématique importante du développement durable. Ce développement durable, c'est dans toutes les bouches, hein, littéralement. Chacun sait ce que c'est, chacun a quelque chose à dire. Il y a beaucoup de gens qui amènent d'autres types de réponses parce que chacun comprend différemment ce que ça veut dire, mais c'est aussi un concept qui est très utilisé de manière très inflationniste. Et on l'entend aussi beaucoup au niveau méta. Et ici, ce que l'on va faire avec mes invités, c'est de donner un peu de vie à ce concept, de le faire atterrir un petit peu aussi avec des choses concrètes, parce qu'on entend pour les entreprises, les pays, des fondations, avec des choses très concrètes au niveau quotidien. Je me réjouis d'être ici, d'avoir donc avec 4 invités qui savent vraiment de quoi on parle depuis de nombreuses années sur cette thématique. À droite, j'ai Yann Amrit Poser, qui est depuis de nombreuses années actif, qui était d'ailleurs avant chez Sarrazin, toujours dans le domaine du développement durable, dans différents postes, et qui est maintenant, depuis le début de cette année, vous êtes passé dans une start-up, une fintech aussi dans le domaine du développement durable, comme Chief Sustainable Investment Officer. Ensuite, à vous, peut-être que M. Boser, on a Christophe Birkholz, qui est un des cofondateurs d'une autre fintech,
dans le domaine du développement durable du IUNOVA et qui a aussi un autre casquette parce qu'il est aussi membre du conseil d'administration d'Alternative Banque en Suisse, l'une des quelques banques en Suisse qui s'était occupée depuis très très longtemps de cette thématique. On va y revenir dans quelques instants. Et puis il y a avec nous Antonios Koumbarakis qui est chez PwC, donc PricewaterhouseCoopers dans la société de conseil et qui est auditeur, qui est Head of Strategy and Regulatory et qui a deux équipes qu'il dirige, l'une pour la partie finance du marché financier, et donc le secteur financier, et l'autre pour le domaine industriel. Et on va regarder exactement qu'est-ce que cela veut dire et comment est-ce que la Suisse est bien préparée ou pas pour cette évolution dans le développement durable. Et puis, lorsqu'on en parle de cette thématique, la plupart du temps, on parle aussi souvent d'impact, donc effet, des objectifs et des choses qui sont atteintes et de ce que l'on imagine comme étant durable. Et lorsqu'il s'agit de parler d'objectifs et de choses concrètes qui comprennent bien cette situation et qui va peut-être participer aussi avec nous. Donc c'est Aoma Obama qui vient du Kenya, qui est germaniste et sociologue, et qui a eu aussi beaucoup d'autres qualités. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elle est une activiste pour le bien-être des enfants et des adolescents. Et Madame Obama, en 2010, a fondé une fondation, Saotiku, qui veut dire une voix forte, ça veut dire en français. Et on va revenir tout à l'heure pour voir comment est-ce que Madame Obama, avec sa fondation, ont des effets sur le développement durable. Et je voudrais, puisque j'ai déjà parlé du titre tout à l'heure, on parle effectivement de leur titre, on parle aussi souvent aussi du titre en anglais, peut-être je vais donner aussi d'autres concepts comme cela, ou les mentionner, en tout cas qu'ils soient un peu clarifiés, et on va essayer bien sûr de les exprimer plutôt en allemand ou en français en l'occurrence. Développement durable dans le marché financier, sur le marché des capitaux, on l'appelle ESG, donc c'est environnement, donc l'environnement, la partie sociale, par exemple, pas de travail d'enfants ou la diversité. Hein, il y a beaucoup de concepts en anglais qui viennent donc d'égalité des chances en français, et aussi OG pour la gouvernance. Et un autre concept qu'on utilise aussi beaucoup, qu'on va sans utiliser dans la conversation, c'est SDG. Donc, c'est ce qu'on appelle les objectifs de développement durable de l'ONU qui ont été définis en 2016 déjà, et une partie d'entre eux, on va essayer de voir comment est-ce que l'on peut les mettre en pratique. Donc ici, on a maintenant, vous le voyez dans votre keynote, Madame Obama, nous avons ici de nombreuses crises. Nous avons une guerre en Europe qui est à nos portes, qui concerne des gens directement, la vie aussi. Entre-temps, on a aussi une crise énergétique avec des prix de l'énergie qui ont beaucoup augmenté. Tout le monde est concerné. Et tout d'un coup, on voit qu'on nous demande, par exemple, de fermer la lumière lorsque l'on quitte une pièce, lorsque l'on cuit, de mettre un couvercle pour accélérer la cuisson et de se doucher moins longtemps et plutôt avec de l'eau plus froide. Est-ce que avant le 24 février, est-ce que vous aviez parlé de ça ou imaginé ça, Monsieur Poser? Alors oui, en tout cas, parce que même chez nous, on vit de manière durable et c'est un thème qui nous tient à cœur. Mais en effet, ce qui se passe, c'est que la crise ukrainienne et la crise du corona, d'ailleurs, vont dans la même direction, c'est-à-dire que vers le développement durable, parce que il faut maîtriser ce changement climatique, il faut qu'on se rende indépendant de ces supports à phase de fossiles. Il faut que l'on puisse utiliser des énergies, consommer des choses qui soient avec le moins d'émissions de carbone. Et ça nous montre aussi comment est-ce que cette mobilisation peut être faite lorsqu'il y a une crise comme celle-là. Pour la crise du coronavirus,
on avait déjà un certain nombre de ressources qui ont été mises en place, des choses qui ont été faites aussi en tant que société. Les gens se sont serrés les coudes, les gens ont appris aussi des choses par rapport à cette crise. Et maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que on doit effectivement réfléchir et proposer peut-être à des personnes peut-être plus âgées qu'on peut réussir, qu'elles peuvent aussi éviter de se contaminer. Et pour la crise ukrainienne, c'est aussi une sorte de recul à un certain moment. Et en même temps, c'est une mobilisation aussi de ressources monétaires, parce que l'on peut voir que la crise climatique est aussi liée à la biodiversité en termes de besoins. Et la question, c'est comment est-ce que l'on peut faire cela? Et on voit qu'on peut avoir une prestation solidaire. Monsieur Birkholz, donc si on parle de blackout, c'est un thème chez nous, donc la crainte qu'il n'y ait plus assez de chauffage d'énergie en hiver. Est-ce que vous avez déjà acheté autre chose, des stocks? Alors non, je n'ai pas fait de stock. Je trouve que c'est difficile d'imaginer un blackout ici en Suisse. Je ne pense pas que l'on puisse être concerné directement ou s'y approcher. Il y aura peut-être effectivement des limitations, comme dans la crise du coronavirus, mais plus pire que ça, je ne veux pas imaginer. Peut-être que c'est mon optimisme d'entrepreneur, mais d'un autre côté, lorsque je voyage beaucoup, je vois les activités qui sont les miennes dans d'autres pays. Bah, il y en a qui ont déjà vécu ça avec ce type de blackout. Il y a des pannes de courant, qu'Internet tombe. Donc, et ça marche quand même, hein. Donc, ce sont des scénarios intéressants pour la société et les entreprises, mais ça ne fait pas peur pour l'instant, non. Et pour vous, alors avec la crise ukrainienne, on a vu que le permis d'énergie existait, mais moi, c'est d'autres points qui me font souci. Je vois qu'il y a des crises qui déclenchent d'autres problématiques, où il y a peut-être des choses qu'on aurait abordées aussi, mais dont on ne parle pas beaucoup. Alors, dans votre keynote, Madame Obama, vous avez parlé, effectivement, ça concerne beaucoup l'Ouest. Comment est-ce que vous vivez cet Ouest, cette Europe? Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est vraiment trop sensibilisé par rapport à ce que peut-être des choses sont exagérées, en fait, par rapport à cette situation? Alors, ce que je vois, c'est que l'Europe a peur, et les États-Unis aussi. Il y a des conditions pour l'instant, ce sont des choses qui se produisent où on pensait que ça n'arriverait qu'ailleurs, mais pas chez soi. Et pour moi, c'est quelque chose qui est intimidant parce que, en fait, bon, d'une part, c'est une opportunité. Je ne le vois pas seulement de manière positive, mais c'est vraiment une opportunité. Mais maintenant, on voit aussi qu'il faut qu'on tire tous à la même corde. Vous allez parler tout à l'heure de fermer la lumière. Eh ben, moi, j'ai vécu à Nairobi. On devait fermer la lumière de toute façon. Lorsque j'étais chez ma grand-mère à la campagne, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait même pas d'électricité. Et donc, on devait toujours faire attention. C'était rien de spécial. On ne se sentait pas pauvre. On savait simplement qu'on avait une relation directe avec la consommation et sur les choses matérielles. Et ça, c'est le problème à l'Ouest, c'est que les gens, cette relation par rapport à la consommation, ils ne l'ont plus. Si on parle de ESG, il faut aussi que l'économie soit intégrée. Qu'est-ce qui se passe avec l'économie? Comment est-ce qu'on met cela en termes d'application économique? Comment est-ce qu'on aborde avec son argent et ses matériaux? Et les gens ne réfléchissent pas forcément. Les gens ouvrent le robinet, il y a toujours de l'eau qui sort. Et les gens n'y pensent même pas ça en disant ah, c'est peut-être possible qu'à un moment il y aurait plus d'eau. Et c'est un peu le problème, je trouve, en Europe, qu'on a peut-être l'impression de dire oh, mais il y a peut-être plus d'énergie. Et si l'on parle d'énergie, là je dis, mais écoutez, attendez, on doit tous faire des économies, peut-être on va avoir froid cet hiver, mais d'un autre côté, on voit sur les rapports financiers, on voit que les grandes entreprises, notamment énergétiques, ont fait des bénéfices importants. Et pour moi, c'est un peu le problème ici, parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent avec ça. L'essence est devenue beaucoup plus chère, mais elles ont tous des super bénéfices et personne ne pose de questions là-dessus. Est-ce que c'est artificiel par rapport à ce besoin ici? Et que dit l'homme dans la rue? Parce que c'est lui qui souffre le plus et c'est de ça qu'il faut parler. Mais le point bon, moi je fais partie des optimistes hein, dans ce monde-ci. On dit avant, il y avait beaucoup, en tout cas, n'avait peut-être pas beaucoup réfléchi par rapport à l'eau qui coulait. Oui, mais maintenant c'est le cas. Oui, oui.
Alors maintenant, effectivement, je mets le chauffage en route, ça fonctionne, il fait chaud, je me douche aussi longtemps et je prends même un bain s'il faut. Maintenant, on fait des réflexions et c'est plutôt une ressource utile, et une utilisation de ces ressources de manière plus utile. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose de positif. Donc pour l'instant, comment est-ce que, Madame Baba, comment est-ce que vous voyez cette thématique du climat et des économies des ressources? Est-ce que vous êtes sceptique ou vous êtes positif par rapport à cela? Alors, sur le principe, le thème le plus drôle, c'est effectivement émission zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement du CO2, c'est les Big Six avec aussi les équivalents, hein. Et ça, il y a d'autres, c'est comme avec le méthane, hein. Si je parle avec le pipeline et cette explosion de la mer du Nord, et ce sont des thématiques qui doivent être sur l'ordre du jour. Pas, même si le changement climatique est prioritaire, mais on l'a dit, M. Poser l'a dit, et aussi la biodiversité qui est importante. Et là, bien sûr, on va vers le renforcement de l'autre, mais pas seulement la biodiversité, mais aussi préserver les ressources. Et pour l'instant, on vit, en tout cas, on fait marcher l'économie de manière linéaire, donc on produit, on consomme, et peut-être, il faudrait peut-être échanger, peut-être à une économie plus circulaire qui serait plus importante. On n'est pas encore à ce stade-là. Si je regarde dans les rues, les boutiques à Zurich avec les grands magasins, même après la crise du coronavirus, je crois qu'il faut qu'il y ait une réflexion qui doit être faite et qui ne concerne pas seulement les entreprises, mais aussi les gens, leurs préférences. Il faut que ce changement vienne et peut-être on n'est pas encore dans ce domaine-là. Au niveau ménage, si on viviez de manière circulaire, on pourrait faire énormément de réductions des émissions de carbone. Et donc, cette empreinte carbone, on pourrait la minimiser. Et cet objectif, et si on visait donc 2030 ou 2050 avec émission zéro, eh bien, on n'y pense pas forcément au niveau des entreprises, mais ça peut aussi à venir rapidement. Il faut que il n'y ait pas seulement les émissions au niveau des entreprises, mais il faudrait lier ça aussi avec un changement de value chain qu'on voit un peu dans l'industrie. Mais effectivement, il faudrait y réfléchir par rapport à la production d'un nouveau produit, une chaise par exemple. Il faudrait que le designer s'assied avec nous et puis qu'il dise voilà comment est-ce qu'on fait le recyclage. Après, donc circularité, c'est pas seulement le recyclage, c'est le thème de la réutilisation. Et donc ça vient maintenant aussi par rapport au niveau réglementaire, mais on n'y est pas de très très loin d'ailleurs. C'est un point intéressant parce que on voit aussi que ces émissions zéro pour 2050, pour l'ensemble du monde, on va pas l'atteindre avec la situation actuelle. Le réchauffement climatique, on en est à 1,5 degrés de plus. On n'y arrivera pas non plus. On est au-dessus de 2 degrés pour l'instant. La question, c'est, encore une fois, comment vous voyez ça de manière positive ou pas, ou est-ce qu'il faut déjà mettre sa tête dans le sable? Alors oui, vous avez raison. L'Allemagne a même dit aussi, et la Suisse aussi, qu'il y a donc des lois qui ont été refusées, donc on voit que ça va plus dans la bonne direction par rapport aux objectifs climatiques jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, malgré tout, je suis optimiste parce que, comme vous l'avez dit, parce que le développement durable, c'est dans toutes les bouches, et donc la compréhension, elle est de plus en plus large, et j'ai l'impression que maintenant aussi, les entreprises ne peuvent plus non plus vivre sans ces messages de développement durable pour lesquels elles ne vont plus pouvoir aborder le marché sans cela. Donc c'est quand même un grand changement sociétal qui a lieu. Le seul problème que je vois encore, c'est que bien sûr c'est la mise en pratique, hein. Vous avez dit on vise des objectifs qui sont infranchissables ou peut-être pas suffisants parce qu'on n'a pas assez d'efforts pour les émissions zéro, mais réciproquement, l'idée c'est pas de se reporter la responsabilité, il faut qu'on agisse ici. Euh, Monsieur Kamoularissa dit, il faut que les consommateurs ils soient aussi impliqués, mais ils regardent pas seulement les signaux de prix qu'ils ont. Bon, les prix de l'énergie sont plus chers, donc dans ce cas-là, ils agissent. Et là, il faut peut-être que l'on puisse dire que les politiciens aussi agissent et puis contrôler
ou mettre des impôts sur le gaz carbonique pour que les consommateurs puissent réduire la consommation. Les politiciens disent non, non, et on doit être réélu, donc, ou peut-être ce sont les entreprises qui doivent être en émission zéro, ou peut-être le secteur financier d'ailleurs. On essaie bien sûr dans le secteur financier aussi d'utiliser les plus grands leviers qui sont les nôtres. Et on peut dire, bon, ça, si c'est légitimé par la politique, c'est nous qui sommes les propriétaires de l'économie, hein, donc on est très légitimés pour faire cela. Et si on pense que c'est nécessaire, et c'est pour que l'économie puisse aller aussi dans la bonne direction. Mission reste par rapport à cette communauté mondiale et par aux pays eux-mêmes. Il ne s'agit pas simplement de se refiler la patate chaude, mais se dire, bah non, ça peut pas être la solution. Si on regarde la Suisse, moi j'ai l'impression que la politique suisse dans l'énergie renouvelable, par exemple, elle avance lentement et puis que maintenant, bon, pour dire quelque chose de positif, qu'à cause de la crise, notamment la crise énergétique, que tout d'un coup, il y a un rythme qui s'est accéléré. Est-ce que je me trompe? Alors, fondamentalement, ce qui se passe, c'est que la Suisse a souvent été pionnière dans plein de domaines. Alors peut-être comme place financière, par exemple. Ça fait déjà beaucoup de choses qui sont produites dans le passé, aussi dans des investissements durables. Et la Suisse, avec des alternatives énergétiques et des barrages, évidemment, elle peut avancer sur cette thématique qui est importante. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut faire plus et de regarder ce que font les pays scandinaves, par exemple, ici par rapport à ce type de crise, et de trouver une voie pour être plus novateur. La Suisse veut se placer aussi comme pionnier sur ces thématiques avec un objectif d'émission zéro, mais avec des thématiques qui peut-être ont obligé les entreprises à faire un certain nombre de choses. Il y a une initiative en ce sens qui a été lancée. Et donc ce sont des thématiques où la Suisse évolue, mais il faut aussi des partenaires, même en Suisse, il faut une collaboration aussi au niveau international avec trouver un consensus et adopter la chose de manière structurée. Vous vouliez dire quelque chose Oui, je voulais dire sur cette thématique qui a la responsabilité ultime, ou qu'est-ce que je dois faire c'est un rôle de nous tous, ça c'est clair. La question par rapport à qui possède l'économie, qui est le plus gros pollueur, bon, les entreprises sont effectivement mal placées dans ce domaine par rapport à l'énergie. Il y a aussi l'immobilier, par exemple. Alors, ce sont des décisions qui sont prises par des individus, par des directions, des propriétaires ou des représentants de propriétaires, des politiciens lorsqu'il s'agit effectivement des conditions générales. Mais je trouve que c'est pas suffisant de dire bah on laisse le marché libre, les clients, la demande des clients, il faut que ça vienne par là. Pour moi, c'est un genre de report narratif pour dégager sa responsabilité. Et c'est effectivement un levier important. Je ne dis pas que c'est égal à ce qu'on fait, mais c'est quand même décisif que les entreprises, le secteur financier, la politique soient actifs. Et peut-être on a vu des fois impliquer peut-être aussi les consommateurs parce qu'ils suivent une tendance, mais ou peut-être qu'ils vont changer parce qu'il y a peut-être des conditions qui vont changer ou une offre qui va changer. Mais je pense que c'est vraiment très important que dans cette discussion, l'idée c'est que c'est un problème majeur, mais ça a aussi à voir avec le fait de reporter la responsabilité. Alors, si on se concentre maintenant pour revenir sur le thème de la politique, la Suisse veut par exemple avoir l'énergie solaire qui soit étendue de manière massive avec des grands panneaux qui vont être installés. Alors, on va voir comment on peut l'imaginer, mais en tout cas aujourd'hui, on est sur 2 terawatts par heure et on doit passer à 35 terawatts-heure jusqu'en 2050 et ensuite 45 terawatts-heure. Est-ce que c'est réalistique si on connaît les processus suisses, si on fait des économies? Parce que pour l'instant, il y a aussi des conflits qui sont que si je parle des éoliennes ou des installations solaires, des panneaux solaires, ou des grandes installations, est-ce que il y a du terrain, du territoire qui est perdu?
Alors, on a beaucoup de chance d'avoir déjà aussi beaucoup d'énergie hydraulique, mais c'est clair qu'il faut faire encore plus. Et il y a une certaine scepticisme par rapport aux éoliennes. Euh, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution dans certains endroits, l'énergie solaire est probablement ce qui doit peut-être probablement être fait. Peut-être peut-être pas que les nouveaux bâtiments, par exemple, ou la rénovation pourrait ou devrait être équipée de cellules solaires pour qu'on puisse utiliser en fait ce besoin énergétique qui est le nôtre. Alors je crois que ce qu'on sous-estime aussi, c'est ces tipping points, hein, c'est ces points de rupture par rapport aux effets négatifs du développement durable, mais au niveau technologique, sociétal, il y a aussi ce genre de points. S'il y a certains facteurs qui sont proposés pour des clients, par exemple au niveau technologique, aussi dans un environnement réglementaire qui est en même temps mis en place, dans ce cas-là, ça peut aller très très vite. Et on le voit dans l'électromobilité ou dans la production énergétique, il y a 10 ans, la question, c'était de savoir si est-ce que le solaire était possible en Europe ou pas, hein, pour voir aussi, bon, avoir aussi par rapport au coût de production. Mais aujourd'hui, plus personne ne pose cette question. Bon, c'est aussi devenu moins cher. Oui, oui. Alors moi, j'ai regardé les prévisions par rapport à l'extension des énergies renouvelables et la puissance en terawatts. C'est dans ce point-là, on a déjà atteint ce point de réversion et on va dans la bonne direction. Oui, la production d'énergie, alors dans, disons, le contexte ouest européen, peut-être il faut voir cette différence qui se passe en Inde, en Chine, ou par rapport au climat en général, mais pour la discussion ici, dans la production d'énergie, on a aussi le domaine de l'automobile qui a déjà atteint. L'industrie alimentaire, j'ai l'impression que ça avance lentement, mais on a une certaine sensibilité qui se développe par rapport aux conséquences négatives et à la production alternative. Peut-être il faut voir que le comportement des clients doit changer, mais on sent ces points de réversion qui, il y a des 10 ans, dizaines d'années, nous, on espérait. Oui, ça c'est intéressant comme point. Mais ce qui est négatif, c'est que la Suisse souffre aussi de ce changement climatique avec le réchauffement climatique qui est déjà au-dessus de la moyenne annuelle, de degrés, 1,5 à 2 degrés, avec les glaciers qui fondent, et il y a des pierres, des rochers qui tombent sur les routes avec des problématiques au niveau de la circulation en Suisse centrale à cause du changement climatique. Il faut peut-être le dire clairement aussi. Et euh, ça concerne aussi la Suisse là, il y a pas en particulier, donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on, là, on peut pas dire que ça n'a pas d'impact. Il faut vraiment développer quelque chose. Alors c'est un très bon point justement ce changement climatique. On le voit de manière beaucoup plus sensible en Europe en général, en Suisse aussi, en Allemagne aussi. Il y a eu effectivement beaucoup d'inondations l'année passée en Allemagne. On le voit ici cet été que les lacs n'avaient pas suffisamment d'eau parce qu'il n'y avait pas assez de pluie. Mais encore une fois, pour aller parler d'un autre continent, regardez d'autres pays. Si on regarde le Kenya, par exemple, de ce que je sais, il y avait beaucoup investi dans les énergies renouvelables. Comment est-ce que vous jugez ça, peut-être aussi par rapport à ces conflits d'objectifs entre un pays et qui c'est peut-être ou du territoire qui serait perdu pour l'agriculture? Alors on a encore beaucoup de terrain, ça c'est je ne sais pas si les gens vont l'accepter ou pas, mais les individus font cela. On a déjà depuis longtemps, on a parlé de blackouts tout à l'heure, on a toujours eu des coupures des courants parce que bah, c'était peut-être pas géré comme il faut. Et du coup, on est évidemment très en faveur de ces solutions par rapport à l'eau. La plupart des nouvelles maisons qui sont construites, il y a aussi de l'eau et d'énergie solaire hein, pour chauffer l'eau. Donc il y a beaucoup plus de choses qui sont faites. Bon, on a évidemment beaucoup plus de soleil. Hein. Cet courant hydraulique, on le produit aussi avec de l'énergie hydraulique, avec des vallées, on fait effectivement, on utilise cette eau pour créer de l'électricité. Donc chez nous, par rapport aux énergies renouvelables, c'est quelque chose devait être fait. Beaucoup de gens en ont conscience aussi par rapport à la situation, au fait que on avait beaucoup de blackouts.
Ce que je vous voudrais volontiers, ça serait, et ce que je vois, c'est il faut effectivement expliquer les choses pour les gens, pour le peuple en général, parce qu'on parle toujours beaucoup de choses comme ça, mais les gens dans la rue comprennent toujours pas exactement qu'est-ce que on va faire. J'en pense effectivement qu'on pense qu'on veut utiliser de nouvelles énergies. Est-ce que on peut le payer? Le consommateur, il dit, bon, ben moi, je vais avoir l'énergie solaire sur mon toit. Peut-être qu'il habite dans un appartement qui est loué. Et donc, c'est toutes ces choses-là, c'est des choses de compréhension qui doivent être mises en avant. Aussi, dans les écoles, il faut aussi en parler. Bon, moi, je suis une ambassadrice et quand je vois ces jeunes, ils sont pas bêtes. Cette lutte par rapport à avoir un avenir plus durable et plus durable et plus sûr, eh bien, il faut que les jeunes ils le voient. Il faut qu'il aussi qu'ils puissent entrer en conversation avec ça. Il faut enseigner ça dans les écoles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour que les écoles s'occupent du développement durable? Qu'est-ce qui se passe que lorsque je prends des décisions dans le business, par exemple, pour que je puisse faire des choses différemment? Et ça, pour l'instant, je vois qu'en Europe, il y a beaucoup de peur. Si les gens veulent faire quelque chose, ils veulent le faire parce qu'ils ont peur. Et si on fait les choses parce qu'on a peur, il faut faire en sorte que c'est pas durable parce que l'idée c'est simplement de se désensibiliser par rapport à cette peur. Mais et donc c'est une réaction, on, on dit en anglais, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il faut être convaincu que c'est une nécessité, que notre planète elle doit être protégée parce qu'on a besoin de cette planète et pas parce que j'ai peur d'avoir froid cet hiver. Et là, j'ai l'impression que les gens fonctionnent plutôt à base de peur, hein, c'est ce que j'ai dit, mais l'économie va bien et ça, il faut peut-être leur mettre en question. Donc les entreprises font des bénéfices, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Sinon, il faudrait que les gens se disent non, il faut peut-être baisser les prix alors dans ce cas-là. Et là, on n'en parle pas et je pense que c'est effectivement un problème. J'en passe vite fait aux entreprises énergétiques avec tous ces groupes, notamment nos pétroliers, hein, qui font des milliards de bénéfices, même plus que jamais dans leur histoire. Dans cette situation, quel est votre avis par rapport à ces bénéfices? Est-ce qu'on doit les réduire? Alors, comment est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une autre question, mais quelle est votre attitude par rapport à cela? Alors, par première, il faut dire que il faut regarder les 10 dernières années hein, où les prix de l'énergie, où les entreprises avaient beaucoup souffert dans ce secteur et qui se réduit de plus en plus. Donc c'est quelque chose que l'on peut voir avec ce dernier en fait, qu'on appelle Wind for Profit. Donc, alors là, on parle des milliards. Alors, je ne parle pas seulement de ces milliards-là. Je pense qu'on a un problème de distribution générale, mais aussi parce que entre les groupes, il y a il y a certains fournisseurs qui étaient en faillite, ou peut-être à cause de cette situation. Il y a effectivement un décalage dans ce cas-là. Mais ce que je peux poser en question ici, c'est cette mentalité d'approvisionnement en disant, bon, bah, on va tomber en faillite à cause de cette crise, et puis, donc, il faut effectivement que l'État intervienne. Et là, la question de la répartition, elle se pose pour savoir si on ne doit pas faire aussi faire quelque chose par rapport à ces types de prix. Sur les prix, l'essence ça doit devenir moins cher, mais tout augmente. Donc chez nous, c'est le cas. Donc nous sommes les témoins de cette évolution. On parle du blé. Pourquoi on importe du blé de l'Ukraine? Donc, ben, pourquoi avant on ne mangeait pas du blé? Donc, il faut vraiment repenser le système entier. Donc, il ne s'agit pas que les entreprises doivent tous être supprimées. Mais ce sont les consommateurs qui souffrent, qui font la queue et personne n'en parle. Je pense que la connexion doit être là, sinon c'est académique. Hein. Mais en tant qu'économe, je suis convaincue du fait que les prix donnent un signal. Hein. Oui, mais que les autres n'ont rien alors. Hein. Non, les prix pour le pétrole doivent être plus élevés. Oui, ok, mais quand on dit que les gens ne peuvent pas vivre, une femme ne peut pas nourrir ses enfants, oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut le faire autrement. Il faut dire, oui, il faut avoir une sécurité de base, mais
pas subventionner le pétrole, ça pose plein de problèmes si on commence à subventionner les activités mauvaises. Mais on ne les stoppe pas. Et avec cela, on distribue l'argent, on le jette par la fenêtre. Donc, à la fin, ceux qui consomment beaucoup de pétrole en profitent. Mais ils consomment de toute façon, on ne l'arrête pas. Non, mais parlons du niveau des entreprises. Quittons ce discours académique et passons au niveau des entreprises. Alors, Monsieur Mac, vous avez beaucoup de savoir des entreprises ici en Suisse, des entreprises qui produisent, qui essayent maintenant de répondre à la question net zéro. J'ai besoin d'un objectif net zéro. Je dois être plus durable dans ma production. Alors, comment est-ce que ça se passe? Alors, il faut toujours faire une différence. Donc, nous avons les entreprises listées qui sont cotées à la bourse, qui ont aussi du capital pour faire une telle transformation. Mais là, c'est la même chose. Tout d'abord, il faut créer cette conscience, cette sensibilité. Il faut savoir ce que c'est et qui est au ESG et ensuite à quel point on est soi-même. Il y a des entreprises de télécommunications pour lesquelles c'est plus simple que les autres entreprises qui produisent parce que ces entreprises doivent réduire le CO2 dans leur chaîne de production et il faut le mesurer. Et ces entreprises sont connectées chez les petits, les PMU, etc. Ce que nous constatons actuellement, peu importe s'il s'agit de l'automobile ou des produits pharmaceutiques, ces obligations qui vont venir avec la législation, où il faut démontrer les chiffres, que pour les petites entreprises, ça sera très difficile. Ces petites entreprises seront mangées par les grands et cette nouvelle réflexion doit avoir lieu. Donc, pour les grands, c'est facile, mais pour les petites entreprises, ça va faire mal. Mais qu'est-ce qui va faire mal? Est-ce que c'est un problème de ressources ou de finances? Ben, les deux, et ça ne va pas d'un jour à l'autre. Et si on rajoute constamment d'autres sujets à l'agenda, parce que ces entreprises doivent se positionner. Et la dynamique actuelle est tellement vite. Le climat, donc la pénurie partout dans le monde, du offshore devient onshore. Donc il faut se repositionner constamment. Et avant, il y a eu la crise de Corona où on prend des mesures et on cherche des solutions, mais ce n'est pas toujours très facile. Et net zéro pour ces entreprises coûte beaucoup de temps. Mais donnez un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire pour un PMU qui n'a pas beaucoup de ressources? Où est-ce que ce sujet se trouve au sein de l'entreprise? Où devrait-il être? Oui, pour les PMU, la pression est exercée par les grandes entreprises. Donc, le message est arrivé. Mais la question qui se pose est maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, on a une production locale en Suisse. Alors, d'où est-ce qu'on cherche les matières premières, les commodities et en termes d'importation, d'exportation, c'est un sujet, mais aussi le travail. Nous avons des salaires très élevés, donc il y a des aspects sociaux, il y a des collaborateurs que l'on a engagés, et c'est là où le bas blesse. Vous pouvez numériser tout d'un jour au lendemain, mais la force de travail doit être formée, développée, et ce sont des difficultés auxquelles sont confrontées toutes les entreprises. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ces processus durent longtemps et sont pénibles. Et c'est aussi notre réalité. C'est une période pénible et ça demande beaucoup de temps. Quant au numérique, donc le grand changement auquel les entreprises sont confrontées, les chaînes de livraison, ces défis sont plus importants
que les défis posés par le numérique. Aussi, en ce qui concerne le décalage, qui gagne quoi, où, quels sont les modèles d'entreprise, je pense que dans le numérique, on n'a vu qu'une partie infime par rapport à ce que cela veut dire pour l'économie. Et c'est la réalité qui n'est pas encore comprise. Alors, moi, j'ai travaillé chez une grande entreprise Prétol et j'étais choquée par rapport à ce qui a été communiqué vers l'extérieur et aussi par rapport à ce qui a été communiqué au niveau interne. Je pense que la réalité n'est pas encore arrivée, peut-être chez les jeunes, quand je vois euh, les 20 ans, les moins de 20 ans s'engagent politiquement, pensent à leur consommation. Non, mais nous, il faut vraiment les prendre comme exemple. Mais vous l'avez dit, donc, et vous le confirmez, ce sont des mots creux des entreprises. Donc, on écrit dans son rapport de durabilité, euh, on écrit net 0,25, mais ce que cela veut dire concrètement, ce n'est pas clair jusqu'à la direction, non? Alors, selon l'entreprise, le domaine d'entreprise, il y a des différences et d'où viennent les rapports de durabilité. Donc, c'était un outil de marketing dans le passé. Tout à coup, ce rapport possède une autre fonction, concerne beaucoup plus le niveau opérationnel. Donc, pour les instituts financiers, pour le asset management, on publie les chiffres et aussi la composante du risque qui est importante. Ce ne sont pas uniquement des possibilités de développement, il faut aussi avoir un certain contrôle sur le climat. Je pense qu'il faut commencer parce que la durabilité est un voyage. Et peut-être au début de ce voyage, une entreprise se dit net zéro, c'est super, on va le faire. Et après, il faut chercher les outils. Vous avez besoin de conseillers avec qui vous pouvez développer tout cela. Et ça devient un peu plus compliqué. Mais quand on n'atteint pas les objectifs, cela répercute sur le management et peut-être il y a les actionnaires ou les investisseurs sont sanctionnés et peut-être cela a été des mots creux, mais ça devient de plus en plus dur. Le mouvement est clair, les outils sont de plus en plus clairs et à la fin, nous devons tous tirer à la même corde et je suis rassurée que même quand on critique le greenwashing, je pense qu'il fait partie de ce voyage. Donc, vous pensez que les mots creux, exprimer des mots creux devient plus difficile. Alors, vous êtes optimiste. Oui, je suis étonnée parce que quand je vois l'ordre économique, je ne vois pas beaucoup d'entreprises qui sont en train de le mettre en œuvre. Les entreprises savent exactement ce qu'elles font. Moi, je viens d'un pays qui est complètement exploité. Je ne pense pas que les entreprises vont se retirer du Congo ou se tirent du Botswana. Donc, je suis très étonnée. Je trouve super ce que vous dites. Je ne pense pas que les messages est arrivé chez les adultes, peut-être chez les jeunes. Et je le dis de façon prudente aussi en Suisse avec les banques. Alors, l'argent de nos gouvernements, il est où? Alors, c'est un trajet si long. Alors, moi, je suis optimiste, c'est vrai, mais là où je suis moins optimiste, je me réfère à votre discours. Ce qui m'a touché, ce n'est pas que ici c'est la Suisse et là c'est le Kenya. Nous sommes un monde et nous avons parlé de la guerre, de l'Ukraine, le blé. Il ne faut pas oublier que le printemps arabe a été déclenché par une augmentation des prix pour le blé et le maïs.
et cela a supprimé des régimes entiers. Et bien sûr, cela a déclenché un mouvement de fuite et un vacuum. Alors, ces personnes sont venues ici, ont déclenché des réactions contraires. Donc, il y a eu l'initiative pour l'immigration de masse. Dans d'autres pays, on a vu Trump et Brexit. Et ce contexte est dramatique. Donc, le changement climatique, les guerres aussi, donc le changement climatique qui peut déclencher une pénurie du blé et de l'eau, peut avoir ses effets globaux, de sorte que notre société explose avec une polarisation et contre ceux qui souhaitent immigrer et que tout cela va nuire à la démocratie. Et je vous donne raison. Donc, le changement climatique comme origine pour la perte de tout ce qui nous est cher. Mais revenons à la situation dans laquelle nous sommes. Donc, vous avez dit que les jeunes sont plus conscients. Donc, vous avez parlé de Fridays for Futures. Les jeunes, les millennials s'intéressent plus pour l'impact et aussi pour les investissements durables. C'est-à-dire, en ce moment, l'optimiste parle, il y a beaucoup d'opportunités pour les affaires. Donc, vous êtes deux représentants de ces opportunités, mais aussi pour les conseils. Pour eux aussi, il y a une grande demande et il y a aussi des nouvelles technologies dans le domaine de la décarbonisation. Donc, je pense ici à Carbon Capture Storage. Ce n'est pas vraiment une nouvelle technologie. On absorbe le CO2 de l'air pour le stocker en dessous de la terre. Quelque part, ça c'est une technologie dont on parle beaucoup, mais ce sont des éléments positifs. Est-ce qu'on n'est pas sur la bonne voie? C'est juste que c'est trop long. Alors, quand on regarde par exemple la région de Zurich et les entreprises, bien sûr, il y a eu un développement énorme au cours de la dernière décennie. CS Report comme outil de marketing. Bon, nous avons ces objectifs. Donc, bon, dans la mise en œuvre, on n'est pas encore très sûr. C'est un joli développement et aussi les développements technologiques. Absorber le CO2, une start-up zurichoise. La question qui se pose, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est assez rapide? Est-ce que ça se passe de la façon pour éviter encore plus d'inégalités? Bien sûr, nous voulons que tout le monde puisse en profiter, mais la réalité montre parfois le contraire. Donc, cela ne suffit pas, ce n'est pas assez vite. Parfois, il s'agit de mots creux. Il y a même des pas en retour, un pas en avant, deux en retour. Toutes ces crises dont vous avez parlé sont connectées à la crise climatique, aussi les guerres indirectement. Donc, sont liées à un accès aux ressources, à l'énergie. Non, mais écoutez, donc, la crise climatique touche à tous, les guerres, la crise énergétique, euh, la migration. Oui, mais un pas plus du climat vers les hommes. Donc, il faut revenir à l'individu. Oui, pour le monde, ce n'est pas un problème. La question est si la planète reste agréable pour nous. Alors, je vous donne quelques chiffres que vous connaissez peut-être déjà. Swiss Re Institute, il y a quelques semaines, a publié une étude où ils ont calculé
le créneau d'investissement climatique, donc investissement pour la décarbonisation dans le monde. Il y a une croissance de 5% par an au cours des derniers 5 ans. Donc, si on continue de cette façon, nous avons net zéro dans 2069. Donc, cela ne suffit pas. Et ce créneau d'investissement calculé par l'Institut s'élève, et il parle de trillions, 271 milliards de dollars, et cela sous-divisé sur les domaines qui produisent le plus de CO2, énergie, transport, immobilier et industrie. Et cela signifie que la croissance en investissement dans le secteur énergétique doit être 45 duplé, dans le transport 19 fois plus, 86 fois plus, et dans l'industrie 27 fois plus. C'est énorme. Ouais, mais ce sont aussi des chiffres statiques. Nous avons aussi les tipping points où tout à coup les technologies contribuent que le facteur 4 à 5 est atteint et que tout cela peut être accéléré. Mais le fait que nous avons un créneau d'investissement est incontesté, et la UNCTAD en 2014, quand on a présenté les développements pour 2015, on a calculé 2,8 trillions de US dollars nécessaires par an pour atteindre les chiffres jusqu'à 2030. Alors, c'est gigantesque. Respectivement, c'est le créneau, c'est ce dont on a besoin pour fermer le créneau dans le domaine privé, après que le secteur public a donné un peu d'argent. Alors, et nous voulons fermer ce créneau de développement. Nous voulons donner aux millennials la possibilité d'investir dans les objectifs de développement comme individu ou en commun pour aider à fermer ce créneau. Mais bon, je suis convaincue que à la fin du jour, avec le contrat de Paris, mettre en œuvre les objectifs climatiques, que les mesures politiques vont suivre sans doute et pousser le tipping point, et que après va venir ce dont on a parlé, que le pétrole représente 5% du BIP maintenant et va disparaître, et que tout à coup le decarbonizing secteur aura les 5%. Mais nous sommes d'accord. L'État, et c'est dont on parle aussi dans l'étude, l'État pourrait fermer ce créneau, mais c'est avant tout le privé qui va le faire. Et maintenant, on parle des marchés des capitaux, et votre concurrent se trouve à côté de vous. Non, nous avons constaté que nous sommes des brothers in crime, ou plutôt des brothers in mission, je dirais. Alors, Innova a le même objectif, donc vous êtes sur le marché depuis un peu plus longtemps. Comment ça se passe? Actuellement, en ce qui concerne la durabilité, c'est fantastique. Durabilité, offre numérique, c'est ce que les clients veulent avoir. Quand on regarde les actions, ce n'est pas une bonne publicité de dire ben, j'ai une performance de 5%. Avec le marché des actions, nous avons maintenant un défi, surtout pour les offrants, les portefeuilles, ceux qui font des investissements. Le grand développement, donc si aujourd'hui, comme pionnier crédible, comme acteur crédible dans le finance durable, tu as du succès, tu commets une erreur, mais c'est notre époque.
Non, mais une nouvelle génération, génération Z, millennials, va venir, qui sont en train de construire leur fortune. Ils ont deux caractéristiques, ce sont digital natives et aussi sensibles au climat parce qu'ils vont ressentir les changements climatiques beaucoup. Donc, nous devons construire des produits pour eux. Et ce qui est clair, les anciennes banques ne peuvent pas le faire avec ce numérique. Donc, pour eux, il y a le danger de se transformer complètement et perdre leur pouvoir. Et en même temps, ils ont un conflit d'intérêts qui s'explique par le passé, ne peuvent pas miser à 100% sur la durabilité. C'est pourquoi on a besoin d'une nouvelle banque comme Redicans qui évite ces conflits d'intérêts. C'est une banque numérique et bonne et qui est intéressante pour les millennials. Oui, sans doute, parce que les investissements durables sont très recherchés. On parle presque de 2 billions de francs. Mais ce qui m'intéresse, vous deux, vous vous concentrez sur le impact investment. Alors, quel est donc l'impact en termes de durabilité? Alors, le plus grand levier est quand on peut influer sur la gestion de l'entreprise, si les actionnaires peuvent influer sur les décisions de l'entreprise, sur ce que le management décide, imposer la direction d'une entreprise. Alors, si les actionnaires peuvent dire, écoute, je suis pas d'accord que tu permets la recherche de pétrole dans l'Arctique et tu peux maintenant voter contre. Ça, c'est une possibilité pour intervenir directement. Donc, en, il n'y a plus de contrôle dans la chaîne. Euh, Avec peu d'argent, chaque citoyen peut donc devenir propriétaire d'une entreprise et influer sur l'évolution de cette entreprise. Cela nécessite un peu de temps, mais jusque-là, on peut faire beaucoup de travail de sensibilisation. Chacun peut avoir un impact, chacun qui a un compte d'épargne. Et les banques font quelque chose avec cet argent. Et donc, et dans le governance, dans ESG, il y a aussi la transparence, hein. Et le numérique apporte beaucoup plus de transparence, hein. Je pense que les offrants qui font du greenwashing, par des mots creux, seront découverts en ce qui concerne les frais, les investissements. Tu ne peux pas dire, mais nous sommes verts et ensuite investir dans le pétrole. Ça ne marche plus. Et par rapport à l'impact, donc ESG, c'est de l'investissement durable. Alors, je mettrais ça dans une perspective parce que investir de façon durable, on l'utilise trop souvent. Et il y a deux mouvements. Donc, il y a l'investissement dans certaines valeurs où on peut se dire je n'investis pas dans l'arme, dans des armes ou l'alcool. Et donc on a commencé à exclure certains produits. Euh, mais ensuite on s'est dit mais cela diminue le profit, c'est pas bien. Mais ensuite est venu ESG et on a disposé de ces données environnementaux pour améliorer le portefeuille. Et les Principles for Responsible Investments ont été créés surtout pour les institutions qui investissent et on leur a dit, mais écoute, lis ces données, le portefeuille est mieux et il y a les données des entreprises dedans. L'erreur a été que cette démarche pour un portefeuille
meilleur était que, voilà, ça c'est l'impact, on crée un monde meilleur et on va le vendre aussi aux investisseurs privés qui n'ont pas compris. Et c'est pourquoi il faut avoir une autre démarche. C'est ce que nous faisons chez nous, où nous prenons les objectifs de durabilité comme framework, c'est-à-dire les objectifs jusqu'à 2030 où on regarde si les entreprises contribuent à atteindre ces objectifs, s'ils ont un impact sur l'atteinte de ces objectifs. Et si on soutient ces entreprises, cela crée un Impact Alliance. Mais pour l'instant, il y a uniquement 3,2% des fonds en Europe qui ont un Impact Alliance, article 9, c'est-à-dire le potentiel de croissance est encore énorme. Alors, nous avons quelqu'un ici qui s'y connaît en matière d'impact. Vous avez créé une fondation, Madame Obama, en 2010, et vous travaillez avec des jeunes et des enfants. Est-ce que vous pouvez raconter un peu? Alors, je pense que par rapport à ce qui a été dit, il faut dire que les jeunes doivent comprendre qu'ils sont co-responsables pour leur monde et pour leur avenir. Alors, j'essaye d'attirer l'attention sur le fait qu'il faut être un peu plus long, même si nous n'avons plus le temps. On oublie toujours ce continent, ce grand continent, l'Afrique, est une partie importante dans le monde et dans tous les dialogues, l'Afrique n'est pas présente. Et c'est pourquoi ma fondation s'appelle Voix Porte, parce que nous voulons aussi être autour de la table et discuter. On parle toujours de impact investing, bien sûr, il faut faire le ménage à la maison, je pense. Beaucoup de travail doit être fait à l'ouest, parce que beaucoup des dommages et des erreurs ont été commis ici. Et lors de cet entretien, on oublie souvent que chez nous, sur le continent, nous, les jeunes, veulent aussi avoir une maison, veulent aussi acheter une voiture, veulent aussi avoir de l'électricité et de l'eau. C'est-à-dire les objectifs de nos jeunes, les gens avec qui je travaille en campagne, sont les mêmes objectifs qui ont existé ici il y a 50 ans. Et quand on ne mène pas ce discours, nous n'allons jamais atteindre ces objectifs parce qu'on est toujours en arrière. Donc les chances sont sur ce continent. C'est pourquoi je fais mon travail. Alors si nous pouvons sensibiliser les jeunes grâce à notre formation, si les plus petits savent qu'il faut sauvegarder l'environnement pour garantir le monde, alors c'est un way of life. Il ne faut pas penser beaucoup. Peut-être je suis naïve, on parle de millions, de trillions. Moi, avec ma fondation, je travaille avec les familles en campagne. Ce que je dis, c'est achat dans la région, manger des produits régionaux. Et chacun chez soi, si les familles comprennent que tout d'abord, il faut euh, comp- évoluer chez soi et être plus conscient pour protéger l'environnement, c'est aussi une façon de traiter l'environnement, de traiter soi-même, où on fait attention à soi-même et où on respecte l'autre. Ça se passe plus vite, mais au niveau de l'économie, quand on parle avec notre gouvernement, les grandes entreprises, ils n'ont aucun intérêt. Je suis désolée, elles souhaitent faire du profit café, les fleurs, les légumes. Ça, c'est important. Est-ce que le paysan va renoncer au café? Et la même chose pour le thé en Angleterre. Donc, c'est pour ça que je dis dans mon travail avec les jeunes,
il faut faire les choses en local, qu'ils puissent savoir qu'ils sont responsables pour eux-mêmes, comment est-ce qu'ils peuvent se comporter, et d'être formés aussi pour que le numérique, ça c'est bien, mais sur tout le continent, on a 14% de connexion au maximum à Internet. Donc sur l'ensemble du continent, ça veut dire que si on regarde des possibilités de solutions numériques, eh bien on est tous, on est perdus là. Alors, même si je sais que j'ai une très bonne connexion, ici en tout cas, même chez moi que chez vous, mais c'est intéressant comment est-ce que dans cette discussion dont on a parlé ici tout à l'heure, nous, ici en Europe, si on parle d'impact, d'investissement, de développement durable, comment est-ce que vous le comprenez? C'est pas absurde, ça doit se produire. L'Europe a besoin de plus que nous, les États-Unis ont besoin de plus que nous. Ici, dans toute cette consommation d'énergie, elle a lieu, et surtout ici. Toutes ces problématiques dont on parle, aussi par rapport aux objectifs de développement durable, ça doit se passer ici, et c'est pour ça que je suis content que l'on puisse à sortir de ce qu'on avait avant, c'était 8 à l'époque, et on s'est concentré sur les pays du Sud. Donc, c'est pas seulement nous qui sommes les problèmes sont globaux. Et c'est pour ça que je me réjouis que l'on t'ait dit que ces 17 objectifs, il faut regarder qu'ils soient atteints ici. Ici aussi, il y a de la pauvreté et des choses comme ça. Et c'est pour ça que je pense que ce dialogue doit avoir lieu. Je crois que vous avez dit tout à l'heure qu'au Nigeria, ou avec d'autres choses au niveau international, mais même si on travaille au niveau national, il faut parler aussi, est-ce qu'on parle d'investissement d'impact ou est-ce qu'on peut faire des opérations, des activités commerciales les uns avec les autres? Est-ce que l'on parle avec différents produits qui peuvent être fabriqués chez nous? On parle aussi de l'investissement en termes d'impact et ça, vraiment, il faut qu'on puisse l'intégrer. Parce que sinon, pour nous, Africains, c'est très étranger, c'est même dangereux pour l'ensemble de la chose, parce que le continent est grand, on est le plus gros continent, hein, et on a aussi on a une croissance rapide en termes de population, et on a de plus en plus de gens, indépendamment de la Chine, bien sûr. Alors peut-être un complément, peut-être à faire le pont de ce qui a été dit tout à l'heure, on a parlé d'impact, d'engagement, comment est-ce que l'on peut influer, et donc c'est surtout aussi avec des marchés liquides ou sur les marchés des actions. Peut-être on peut commencer avec BlackRock, par exemple, qui est un des plus gros. L'engagement, c'est peut-être un thème que l'on peut mettre en pratique avec ESG, chaque produit. Peut-être aussi faire un point aussi avec les conditions de l'ONU. Et les KPI, il faut qu'ils les aient. Et il faut les montrer clairement. Mais si on fait le point avec tout cela, avec le ESG, et c'est pas une thématique, et peut-être le principal levier, c'est peut-être sur l'ordre du jour, ce sont les investissements directs. Le private equity, c'est un domaine. Mais dans ce domaine-là, le client du retail, il ne peut pas s'en charger. Et ici, il n'y a pas de pont, donc il faut passer par des organisations, que ce soit des fondations ou des private-public partnerships, des partenariats publics-privés. Et cela, ça aura un impact par rapport à l'Afrique ou dans d'autres pays. On pourra financer des projets spécifiques. Et pour l'instant, on parle toujours d'investissement. Et de ce côté-là, du côté du financement, mais c'est un levier beaucoup plus important, ou en partie, on n'y est pas tout à l'heure. Vous aviez parlé de chiffres tout à l'heure par rapport à cette étude dans le domaine de l'immobilier. Et en Suisse, on a aussi une autorégulation avec ces standards énergie et les autres pour l'isolation. Il y a encore beaucoup de choses à faire ici et on n'est pas du tout à cet endroit-là. Aussi les crédits par rapport à la construction, après ça devenir un peu politique. Hein. Mais ce sont des thèmes, si on veut avoir un effet quelque part par rapport à ces pays, la Suisse fait des investissements à hauteur de X chaque année, mais il y a peut-être d'autres participants qui devraient aussi participer en private equity, par exemple, ou des petits investisseurs dans le retail. Dans ce cas-là, on pourrait faire bouger les choses, mais chaque client, pour chaque client, chacun a des préférences très particulières. Et s'il s'agit dans le secteur financier pour me dire quelles sont les banques qui s'occupent de leurs problématiques de préférence en termes de développement durable, la question que l'on se pose, est-ce que c'est plus important de faire un investissement dans de l'eau ou dans la biodiversité? Alors ce catalogue de questions, c'est ça qu'il faut que vous puissiez poser cette question, aussi voir dans votre univers de produits et que ça corresponde
et pas seulement de dire que je fais seulement des investissements de 50% qui soient durables ou 40%. Il faut que ce soit mais un peu plus que ça. Et c'est pour ça qu'actuellement, on a la thématique du greenwashing ici avec DVS, Goldman Sachs aux États-Unis. Bon, là, on part de 80% ici. Donc, il faut vraiment que l'on puisse faire attention avec ce thème du greenwashing. Mais en tout cas, l'impact, c'est une clé plus importante pour la croissance et aussi ici pour avoir une contribution que l'on peut apporter. Et c'est pour cela, effectivement, que le SDG, effectivement, puisse avoir un impact. Mais il faut être clair qu'il faut de l'information, il faut des données que l'on puisse évaluer. C'est pas tout simple. Et on parle toujours d'opportunités par rapport à des produits ou des investissements. Mais il s'agit ici de quelque chose de très différent. Et c'est le développement durable avec des risques qui doivent être pris en compte. On parle ici de réchauffement climatique, on en a parlé aussi la désertification, la chaleur, avec des investissements, mais aussi les risques de transition. Et cela doit aussi être intégré dans les KPI, et là on n'y est pas du tout par rapport au risque du marché. Il y a des analyses de scénarios qui existent, mais je ne sais pas combien d'instituts en termes de taille vraiment vont prendre ça au sérieux. Donc si je comprends bien, pour résumer, on est quand même plutôt du côté des connaissances orales, mais pas plus que ça. Alors oui, on peut bien sûr en faire des engagements, c'est une première étape, mais il faut ensuite les mettre en pratique. Et ça suffit pas de dire, bah écoutez, oui, je vais faire que ça, ou je vais signer un PRI parce que de mes 3 clients institutionnels ont besoin de ça comme due diligence pour que je gagne de l'argent. Alors, est-ce que ça veut dire que globalement, il y a une pression des marchés financiers ou des investisseurs pour une demande complémentaire? Ça serait une première champ de pression. Et ensuite, vous avez parlé aussi, par exemple, à DVS, donc cette filiale de la Deutsche Bank, elle a un problème majeur par rapport au greenwashing, mais aussi d'autres, beaucoup d'autres problèmes. Donc, il faut regarder donc les comptes, ça veut dire que les régulateurs, ils font aussi pression. Est-ce qu'il faut plus encore de pression ou est-ce que ça suffit? En Suisse, on dit toujours très attention avec la régulation d'en haut parce qu'on dit toujours que l'autorégulation est plus importante. Ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, il y a eu comme ça, l'association des banquiers a aussi maintenant des obligations qui se sont imposées en autorégulation par rapport au développement durable. C'était juste après donc c'est cette Asset Management Association. Est-ce que là, est-ce qu'ils sentent qu'il y a un exercice de pompier parce que la FINMA est aussi derrière. Alors peut-être en Europe, effectivement, il y a une tendance générale à la régulation. La Suisse est aussi une thématique sur ce ordre du jour. Vous l'avez dit, l'Association suisse des banquiers a lancé les premières étapes par rapport aux préférences de développement durable, mais aussi a fait des recommandations pour qu'il y ait cette compréhension et que cette mise en pratique puisse se faire. Et on a dit au début, ce qui est intéressant de voir ce qui a été initié, aussi avec une certaine exclusion. C'est plus une stratégie de développement, le fait de sortir du secteur et l'intégration ESG non plus. Donc, d'une manière ou d'une autre, les asset managers, au niveau mondial, vont s'y mettre aussi. Et ce que ça veut dire, c'est que le régulateur, vous l'avez dit en partie, c'est un thème qui est très, très actuel. Cette année, il y aura aussi Six travaille avec la FINMA, avec le ministère de l'économie pour avoir une directive sur le greenwashing. Hier, il y a M. Flingiger de CIFX dans une conférence, on a parlé. Il y a encore des choses qui vont se faire aussi au niveau européen. Et bien sûr, la thématique de greenwashing et de ces scénarios. Et bien sûr, ça vient à l'ordre du jour. Je suis intéressé de voir combien de matériel marketing concorde vraiment avec la politique de développement durable et avec les rapports de développement durable qui vont avec. Et si on ne peut pas le prouver avec des chiffres, eh bien, peut-être l'offre, la proposition de s'y raccorder sera supprimée. Alors, je crois que les régulateurs sont déjà, en tout cas pour le principe suisse, favorisent effectivement l'autorégulation. Ce n'était pas forcément la FINMA, mais j'étais aussi en partie de cette commission par rapport à l'association suisse des banquiers avec ses critères de conseil.
et j'ai participé à la conception. Alors, la firme fait pression. Oui, la firme, oui, on peut dire bien sûr qu'ils disent faites vraiment ce que vous dites que vous faites, mais il s'agit plutôt aussi en Suisse c'est une régulation un peu légère en disant on lance des initiatives par rapport à l'industrie et ça fonctionne bien. En Europe, les leviers sont plus importants parce que on dit on sait pas exactement, bon, développement durable c'est un peu compliqué, on peut pas le faire. Et donc là, l'Europe a dit bon, bah, dans ce cas-là, on va vous donner des directives avec une taxonomie et voir ce que cela signifie. Alors, ça sera évidemment beaucoup plus douloureux, avec des possibilités de conseil aussi, peut-être pour des sociétés spécialisées, mais comme on l'a dit, ici vraiment il y a une pression et le principal point de réversion, c'est que les clients doivent être demandés aussi quelles sont les préférences en développement durable. Il y a des études quand ils font à Zurich avec la plupart des investisseurs disent bon bah si ça manque pas, si ça ne porte pas atteinte à ma performance, c'est une bonne chose d'investir de manière durable. Ce qui veut dire que les gens ou les clients en tout cas ils disent bah nous on veut aussi avoir des investissements durables et dans ce cas-là le marché bien sûr il va augmenter très rapidement mais aussi il y aura la possibilité bien sûr d'amener cet argent dans ces endroits-là où la transformation énergétique ou autre sera effectivement active. Et alors on parle effectivement de ces études hein, et ça permet aussi effectivement d'ouvrir des portes par rapport au greenwashing si d'un autre côté on ne fait pas attention où c'est effectivement l'investissement est conscience de l'impact qui peut se passer. Alors ça est valable pour les investisseurs professionnels comme pour les personnes privées. Ça c'est très clair parce que d'un côté il y a des étiquettes, des labels qui sont mises en place et donc c'est important aussi d'avoir une certaine transparence. C'est aussi, et ça joue un rôle très important et c'est label, ça conduit à plus de transparence. Ou si on a écrit qu'on peut vraiment démontrer en ligne quelle entreprise contribue à quoi par rapport à des objectifs de développement durable. Et dans ce cas-là, on aura une transparence complète. Parce que normalement, on achète un fonds, on voit peut-être les 5 plus grands, les principaux, on ne sait pas exactement pourquoi ils sont dedans, et ils se présentent tous pratiquement comme les autres en termes d'indices de référence. Donc pour l'instant, c'est un problème dans l'industrie des fonds et ce qu'on essaie effectivement de résoudre. Je voudrais savoir, Madame Obama, pour finir dans cette discussion que l'on a et que l'on a eue sur ce thème du développement durable, dans quelle mesure est-ce que ça vous aide dans votre activité au quotidien pour votre fondation d'avoir cette prise de conscience que l'on peut renforcer par rapport à ce thème donc. Alors nous, on travaille toujours sur ce thème dans la fondation et pour moi, c'est très important. Et j'ai conscience que ce mot durable, ben, il faut le redéfinir, que ce soit au niveau social, économique ou politique. Il faut toujours le redéfinir parce que je peux pas simplement être jeté dans une pièce parce que c'est trop simple. On dit, ben voilà, on en parle et puis c'est fait. Mais en fait, on travaille avec des jeunes, avec des familles, pour qu'ils puissent avoir une vie, un avenir aussi qui soit durable, aussi avec le travail que l'on fait aujourd'hui comme hier. Pour ce qui est important pour moi aussi, c'est que de partager aussi par rapport à la formation, que l'on puisse aborder cette thématique dès le début avec des jeunes, que ça devient quelque chose de normal parce que c'est toujours pas normal, c'est pas quelque chose de particulier. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est quelque chose d'impossible? Beaucoup ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit. On pense que c'est quelque chose d'académique ou alors les gens le font parce qu'ils ont peur. Donc ça, il faut l'arrêter et simplement parler aux jeunes, de leur donner cette force, cette possibilité de savoir qu'ils peuvent avoir un avenir, une vie, un avenir qui soit vivable. Et pour cela, c'est pour ça qu'il faut qu'en Europe aussi, il faut faire beaucoup plus parce que les discussions sont sur un niveau beaucoup bien supérieur. Les jeunes, ils cherchent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils regardent tout ça, ils réfléchissent. Nous, pourquoi est-ce que nos parents ne font pas ces choses que l'on voit nous? C'est cette question, ou ce sentiment qu'on en a, qu'il faut réparer les choses parce que les adultes ne l'ont pas fait. Et cette charge, eh ben, en fait, ça leur pèse. Et chez nous, chez nos jeunes, c'est pas le cas parce que nous, on a la chance
de pouvoir prendre ce qui nous donne aussi. On a une grosse responsabilité parce qu'on parle d'une tabula rasa, il n'y a pas besoin de toutes choses pesantes qui se passent ici et ça rend le travail très intéressant. Mais c'est aussi, ça le complique parce qu'il faut faire les choses correctement et il faut pas faire les erreurs qui a déjà été faites dans le passé. Et c'est une opportunité pour nous. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que l'on fait pour que nos jeunes puissent, ou aussi une certaine gouvernance où ils puissent aussi s'impliquer, ce qui n'était pas encore le cas. Donc la plupart de mes partenaires aussi, ce sont vraiment des exceptions. Hein. Chez moi, on n'est pas assez développé, on n'arrive pas encore à impliquer tous ces jeunes. Mais tout le monde veut simplement une meilleure vie avec un bien-être supérieur. Et là, il faut qu'on puisse en parler avec eux pour leur dire, voilà, nous aussi, on a fait ça. On était comme ça pour nous, la consommation, c'était le plus important. Regarde, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que l'on a construit? Et maintenant, l'idée, c'est que vous ne fassiez pas comme nous. Donc, il faut trouver un dialogue où on puisse avoir une précision, où on ne leur mène pas les choses en disant c'est mieux que vous, mais c'est d'apprendre de vous. Ça doit être un entretien où on parle les uns avec les autres, et c'est ce que l'on a commencé avec les jeunes, avec aussi des plus âgés, et surtout avec les partenaires. Donc, en gros, c'est un partenariat, c'est donc ce que vous voulez dire à même hauteur. Alors, on a encore beaucoup de choses à faire, les médias sur la clarification de cette thématique, vous avec votre fondation et nous tous par rapport à cette thématique que l'on doit effectivement faire ancrer de plus en plus et que l'on puisse avoir un effet qui puisse être atteint. Alors, merci beaucoup pour cette ronde de discussion. Voilà, merci beaucoup.